18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Le Maroc et ses partenaires africains scellent à Marrakech l'avenir des investissements au sein du continent dans le cadre de la 4e édition du Forum pour l'investissement en Afrique. La séance d'ouverture a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants. La dimension africaine est également au cœur du discours royal adressé à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte. Discours qui vient réaffirmer la vocation atlantique du Maroc et qui renforce son ancrage au sein du continent. L'heure est à la structuration et l'institutionnalisation de cet espace géostratégique prometteur. Nous vous proposons aussi une virée dans la ville d'Asmara pour découvrir l'une des richesses du patrimoine culturel hassani. L'artisanat traditionnel, une vitrine de création artistique qui donne à voir une mine d'œuvres d'art qui respire le désert marocain. Bonsoir. L'intégration économique régionale africaine au cœur de la 4e édition du Forum pour l'investissement en Afrique. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cette rencontre économique la plus éminente du continent prend ses quartiers pour la première fois au Maroc, plus précisément à Marrakech. La séance d'ouverture a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants, message dont lecture a été donnée par le conseiller du souverain Omar Qabbaj. Les grandes lignes du message royal avec Boubkar Mnabrit. La mise en place de réseaux intégrés d'infrastructures est une condition nécessaire pour impulser la création de chaînes de valeur régionales, a affirmé Sa Majesté le Roi dans son message. Le déficit en infrastructures dans le continent africain est l'un des principaux facteurs qui l'empêche de réaliser son plein potentiel de croissance économique et d'atteindre ses objectifs de développement, a ajouté le souverain. Le gap d'infrastructures des pays africains est particulièrement frappant lorsqu'on confronte les indicateurs de développement des infrastructures en Afrique à ceux des autres régions du monde. Le retard de l'Afrique en matière de développement des infrastructures nous interpelle tous et doit vite être rattrapé en vue de promouvoir des chaînes de valeur régionales à même d'accélérer la transformation productive des pays africains, a poursuivi Sa Majesté le Roi dans son message. Le souverain a souligné que le secteur de l'énergie est l'un des exemples les plus illustratifs du retard accusé par l'Afrique en matière de développement des infrastructures, notant que le taux d'accès à l'électricité demeure largement faible par rapport aux autres régions du monde en développement, bien que le potentiel énergétique du continent, aussi bien en termes d'énergie fossile que d'énergie renouvelable, soit considérable. Il est essentiel, a affirmé Sa Majesté le Roi, de reconnaître l'ampleur de ce problème et de s'engager à le résoudre de manière décisive, car des infrastructures de qualité ne conduisent pas seulement à la croissance économique, mais aussi au développement humain, en favorisant l'accès aux services de santé et d'éducation et en stimulant la productivité des PME. Le souverain a soutenu que le contexte international actuel, avec ses impacts réels et potentiels sur le continent africain, nous incite tous à redoubler d'efforts pour rehausser nos capacités productives nationales afin de construire des chaînes de valeur continentales plus solides et résilientes. Et Sa Majesté le Roi d'ajouter que le développement de chaînes de valeur régionales intégrées permet, comme l'a démontré l'expérience de certains pays, notamment en Asie de l'Est, d'intensifier l'investissement productif dans ces régions et d'accroître la compétitivité des entreprises grâce à une meilleure allocation des ressources. Le retour sur expérience de la promotion des chaînes de valeur régionales comme moyen pour atteindre le développement économique et social démontre que la création d'un système régional de partage de la production a un effet catalyseur sur la croissance et la transformation rapide des économies en développement, a fait observer le souverain, précisant que les pays africains sont appelés à adopter une approche intégrée du développement dans notre espace continental qui permettra la mise en place progressive d'un système de production commun basé sur le partage des plateformes. Rappelant les multiples défis qui se posent aux pays africains et réduisent considérablement leur capacité à concilier les besoins de développement économique et social et les impératifs des équilibres budgétaires et extérieurs, le souverain a indiqué que face à l'ampleur des besoins de financement du développement en Afrique,
le rôle du secteur privé devient de plus en plus important. L'action publique n'est pas à elle seule en mesure d'assurer la totalité des investissements nécessaires, y compris dans les secteurs porteurs à fort potentiel et à haute intensité d'emploi, a relevé Sa Majesté le Roi. L'Afrique, qui regorge d'opportunités d'investissement pour les opérateurs privés, a plus que jamais besoin d'initiatives audacieuses et innovantes pour encourager l'initiative privée et libérer tout le potentiel du continent. C'est ainsi que des initiatives comme le Forum pour l'investissement en Afrique, porté par la Banque africaine de développement, constituent une plateforme bienvenue pour canaliser les investissements privés vers les secteurs économiques les plus prometteurs et renforcer ainsi davantage l'intégration des économies africaines dans les chaînes de valeur mondiales, a ajouté Sa Majesté le Roi dans son message. Monsieur Cherkaoui Roudani, expert en géopolitique, bonsoir. Bonsoir madame. C'est un discours porteur d'une vision pour une coopération solidaire et agissante avec l'Afrique. Quelle lecture en faites-vous ? Oui, c'est une vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a mis le curseur sur les vrais problèmes et les difficultés que connaît le continent africain, à savoir les infrastructures qui jouent un rôle très important dans le développement des chaînes de valeur régionales. C'est-à-dire sans les infrastructures, il n'y aura pas une intégration régionale, il n'y aura pas un développement économique, il n'y aura pas un développement humain. Dans le continent africain, malheureusement, on aperçoit qu'il y a ce manque, ce déficit croissant d'infrastructures à l'échelle du continent. Quand on parle d'infrastructures, on parle de l'électricité, on parle de l'énergie, on parle de l'agriculture, on parle de plusieurs domaines qui seront touchés et qui se sont touchés par ce manque et ce déficit de capacité d'infrastructures dans le continent africain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans un continent qui, dans le futur, il y a ce qu'on appelle le ZLECAf, la zone économique de libre-échange du continent africain. Malheureusement, avec le manque d'infrastructures qui existent dans le continent, donc c'est très difficile d'apercevoir ou bien d'appréhender un développement dans le continent africain. Et de fait, aujourd'hui, le discours de Sa Majesté est indiscutablement un discours visionnaire, capable, il a pointé donc du doigt donc les vraies difficultés, les vrais problèmes du continent africain, à savoir les infrastructures, à savoir l'investissement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même dans ce discours de Sa Majesté au 4e forum d'investissement pour l'Afrique qui s'est tenu à Marrakech, il y a donc une vision par exemple, de faire appel donc, à des relais comme le secteur privé, aussi que pour d'autres acteurs internationaux pour travailler dans la mise en place de cette stratégie globale de mise en place d'infrastructures. D'ailleurs, les indicateurs du continent africain, à l'exception par exemple de certaines zones économiques exclusives comme le COMESA, ou bien certains pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud et le Botswana, et même parfois un petit peu le Rwanda, ces pays-là, l'ensemble du pays du continent africain, ou bien la majorité des pays du continent africain, n'ont pas cette capacité d'infrastructure. Et de fait, aujourd'hui, le développement nécessite des infrastructures, nécessite une vision. Cette vision passe par la mise en place des infrastructures solides et aussi des infrastructures solides qui répondent aux besoins stratégiques du continent africain. Tout à fait, donc une mise à niveau des infrastructures, une libération des chaînes de valeur en Afrique pour de meilleures opportunités d'investissement dans le continent. Ce sont toutes des thématiques qui étaient au cœur des débats de ce 4e forum pour l'investissement en Afrique. Une plateforme de rencontres multipartite qui rassemble des chefs d'État, de gouvernement, des décideurs publics et privés, mais surtout des investisseurs autour des investissements en Afrique. Un concours de plaidoirie qui prépare le terrain à une transformation économique substantielle du continent. L'avenir est en Afrique. Voilà en quelques mots l'essence même de ce forum. Ce continent en plein développement attire les investisseurs et il y a de quoi. Cet espace regorge de richesses et de potentialités. Pour garantir sa prospérité, la coopération interpays s'impose. Le Maroc a d'ores et déjà initié des partenariats sud-sud très porteurs. L'heure est à la création d'une intégration régionale et cela passe notamment par le financement des infrastructures en Afrique. L'Afrique est riche de par ses ressources naturelles et humaines. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la coopération entre les pays africains.
Une stratégie à laquelle le Maroc adhère sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Le Royaume est pour de nombreux pays une porte d'entrée vers l'Afrique et se positionne lui-même comme un sérieux investisseur en Afrique. Aujourd'hui, le Maroc s'érige comme une terre attractive pour les investisseurs. Sa capacité à amortir le choc et la résilience dont il a fait montre en période de Covid et tout récemment, avec le séisme d'Al Haouz, ont renforcé son rayonnement au niveau régional et international. Le Maroc a subi quelque chose avec le tremblement de la terre et on est là ensemble et pour donner toutes nos condoléances et assurer le Maroc qu'on est toujours avec le Maroc. J'ai annoncé pendant mon discours de voiture de dire que cette année, la Banque africaine de développement va financer le Maroc avec le montant de 782 millions d'euros. Depuis son lancement en 2018, le Forum d'investissement en Afrique a mobilisé près de 143 milliards de dollars d'intérêts d'investissement. De quoi fournir les mécanismes d'investissement appropriés aux futurs investisseurs à la recherche d'opportunités sur les marchés émergents. Profiter des richesses du continent passerait par une structuration de la façade atlantique. Une réflexion initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours adressé à la nation avant-hier à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, le souverain a proposé le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. Une proposition tributaire notamment de la mise à niveau des infrastructures des États du Sahel et de leur connexion au réseau de transport et de communication implanté dans leur environnement régional. Nessina Oustar. L'action vertueuse de Sa Majesté le Roi en faveur de l'émergence d'une Afrique forte, autonome et prospère ne cesse de se confirmer. Pour Sa Majesté, les efforts visant la croissance de notre continent passent essentiellement par le développement de la façade atlantique. La vision royale vise à en faire un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et touristique et un foyer de rayonnement continental et international. Le discours royal trace une feuille de route claire et ambitieuse pour profiter des potentialités offertes par l'espace atlantique. C'est une richesse extraordinaire, jusqu'ici malheureusement loin d'être pleinement exploitée. L'idée est également de profiter sur les plans social et économique de la proximité du Maroc avec les îles Canaries. La pêche maritime, le tourisme, le commerce, ce sont des secteurs prometteurs pour les pays atlantiques du continent africain. Sans oublier bien sûr celui des énergies vertes qui représente aussi une aubaine pour les investisseurs étrangers. Le discours royal a également mis l'accent sur la question de la coopération sud-sud, une coopération amenée à se consolider à la faveur de grands projets portés par le Maroc, dont le grand projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un projet qui concerne au moins 15 États de la CEDEAO. La politique économique menée par le Maroc en Afrique s'érige comme un modèle exemplaire de développement. Le Maroc met d'ailleurs toute son expertise et ses visions novatrices au profit du continent africain. La bande atlantique occupe une place centrale, voire exceptionnelle dans la vision de Sa Majesté. La politique prônée par le souverain favorise également l'élargissement des partenaires du Maroc pour englober même les États du continent américain. La nouvelle vision royale pour l'émergence d'un espace atlantique de croissance et de prospérité trace bien la voie à suivre pour relever les défis qui s'imposent au sein du continent et même au-delà. Un discours porteur d'une nouvelle vision pour l'économie des provinces du Sud, mais également celle de l'Afrique. Pour en faire le décryptage, nous retrouvons M. Cherkabil Odani, professeur universitaire et expert en relations internationales et géostratégiques. M. Cherkabil Odani, bonsoir. Rebonsoir, madame. Alors, depuis que le Maroc a achevé son intégrité territoriale, sa vocation de pays atlantique s'est affirmée. Dans le discours royal prononcé à l'occasion du 48e anniversaire de
de la Marche verte, le souverain a formé le souhait de voir le Maroc s'ouvrir sur sa façade atlantique dans le cadre d'un programme global qui renforce l'ancrage du royaume dans son espace africain. Quelle lecture faites-vous de cette orientation géopolitique, géostratégique du Maroc, une vision qui ne date pas d'aujourd'hui ? Effectivement, une vision qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le XVIIIe siècle, les relations, donc la reconnaissance du Maroc des États-Unis, c'était dans cette vocation géopolitique du Maroc vers la Méditerranée, c'est-à-dire la promotion de la Méditerranée dans la stratégie marocaine. De fait, aujourd'hui, le premier traité qui a été signé entre le sultan Moulay Abdallah et George Washington, c'était un traité sur l'Atlantique, c'est-à-dire sur la manière de voir, de commercer et de faire du commerce entre les États-Unis et le Maroc. Et de fait, cette vocation atlantique, c'est une vocation sempiternelle. Donc, il n'y a pas un virage, il n'y avait pas une rupture, il y avait toujours une stratégie. Aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a souligné l'importance aujourd'hui avec les mutations que connaît le monde, avec les enchevêtrements des équations géostratégiques à l'échelle internationale. Aujourd'hui, l'Atlantique commence à revêtir une importance très importante à l'échelle internationale, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'Atlantique, aujourd'hui, c'est un espace où il y a plusieurs doctrines géopolitiques qui sont en train de façonner l'ordre mondial. Nous sommes dans une politique océanique à l'échelle internationale, dans l'Atlantique jouera un rôle primordial. D'ailleurs, aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'échelle internationale, le détroit de Hormuz, de Suez et même certains détroits qui sont névralgiques, le corridor de la Méditerranée, du Maroc vers l'Amérique latine ou bien de l'Amérique du Nord vers le sud de l'Atlantique devient un passage névralgique de dimension très importante. Et de fait, aujourd'hui, il y a un renforcement de la perception de la communauté internationale du rôle que pourrait jouer l'Atlantique en tant qu'espace géostratégique dans le futur. Aujourd'hui, le royaume du Maroc, avec cette vision royale, donc s'inscrit dans une perception géostratégique pour le continent africain, valoriser le continent africain en les inscrivant avec une démarche inclusive pour qu'ils soient porteurs d'une vision globale en relation avec l'Atlantique. Il y a la doctrine géopolitique du nord de l'Atlantique, il y a la doctrine géopolitique du sud de l'Atlantique élargie, englobant le continent africain, mais il y a une autre doctrine géopolitique qui est très importante et qui est en relation avec l'Atlantique, c'est la doctrine géopolitique de l'Indo-Pacifique. Et qui dit l'Indo-Pacifique, il dit le continent africain. Et je pense aujourd'hui, cette vision de Sa Majesté est annonciateur, d'accord, d'une vision géostratégique pour l'Afrique. Quelles sont justement les caractéristiques de cet espace atlantique? Vous savez, dans l'Atlantique, c'est un espace qui est très important. Il y a trois aires géopolitiques qui composent l'Atlantique. Il y a l'ère euro-américaine qui est très très important, où il y a donc des pays qui sont développés avec une stratégie globale à travers plusieurs initiatives comme l'agreement transatlantique avec les pays européens. Il y a l'ère américo-latine-atlantique avec des pays émergents comme le Brésil. Mais malheureusement, il y a la troisième ère, c'est la troisième ère afro-atlantique qui est au prise des contraintes structurelles, à savoir des problèmes géopolitiques, à savoir des problèmes économiques et aussi des problèmes sécuritaires. Donc, quand on voit la manière avec cette disparité entre les trois aires, on aperçoit que le continent africain, ou bien les 23 pays qui sont, ils ont un versant atlantique, donc sont des pays qui n'arrivent pas de consolider une vision commune pour construire un avenir plus meilleur, qui est capable vraiment de les inscrire dans cette dimension géostratégique de l'Atlantique. Et de fait, Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc on aperçoit qu'il a pesé les jalons d'une vision géopolitique atlantique pour les continents africains. Je pense c'est pourquoi il y a cette façon d'institutionnaliser, de mettre en place toute une stratégie globale, une stratégie progressive dans l'espace et dans le temps. Donc tout à l'heure, on a parlé des infrastructures qui pourront jouer un rôle très important dans la valorisation des chaînes de valeur régionales, dans l'intégration du continent africain. Je pense le Maroc, à travers les provinces du Sud qui sont un pivot géostratégique très important à travers ce
ce développement qui a été initié en 2015 par Sa Majesté avec le nouveau modèle de développement économique, avec le port atlantique de Dakhla. Donc cette région-là, c'est une ceinture géoéconomique et stratégique qui va s'inscrire dans le développement des pays du Sahel. Le développement de l'Afrique dans le cadre de cette vision commune, justement, est une condition sine qua non pour garantir la stabilité au niveau de la région, de tout le continent. Et c'est dans ce cadre-là que Sa Majesté le Roi a mis en relief l'importance du projet gazoduc Maroc-Nigeria. Quel sera réellement l'impact de ce projet sur l'ensemble du continent? Écoutez, c'est un projet structurant, c'est un projet qui est très intelligent parce que lorsque vous parlez du pipeline entre le Nigeria passant par 15 pays du continent africain, du Maroc vers l'Europe, c'est un projet de dimension géostratégique. Parce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, tout le monde sait ce qui se passe donc, dans le continent européen, donc le problème qui est en train de se greffer au problème du gaz, tout ça. Donc, et je pense aujourd'hui, le développement du continent africain nécessite des projets visionnaires. Je pense le pipeline entre le Nigeria passant par 15 pays et le Maroc vers l'Europe, c'est un projet qui permettra de développer plusieurs domaines et plusieurs secteurs et aussi de renforcer la résilience en termes de beaucoup de choses de ces pays du continent africain, à savoir l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on parle maintenant de l'Afrique de l'Ouest, on parle du Sahel, une région malheureusement qui est aux prises des contraintes sécuritaires. Tout le monde sait maintenant, le Sahel connaît une métamorphose sécuritaire avec l'émergence et avec la présence des groupes terroristes. Maintenant, il y a une autre région qui va souffrir de la stabilité, c'est la région du Golfe de Guinée. Et de fait, aujourd'hui, on aperçoit l'importance du discours de Sa Majesté et de cette initiative de Sa Majesté de dire à la communauté internationale, il faut regarder le continent africain avec d'autres lunettes pragmatiques, c'est-à-dire avec des solutions africaines. On arrive d'apporter certaines valeurs et certaines aussi solutions capables de résoudre un système d'équation qui est enchevêtré avec des paramètres malheureusement qui sont visibles et qui sont invisibles. Aujourd'hui, avec le discours, nous apercevrons donc qu'il y a une volonté marocaine d'avoir cette conception, cette appréhension géostratégique pour résoudre ce système de conflit, malheureusement, où il y a des problèmes économiques et problèmes socio-économiques et même des problèmes sécuritaires. Parce que, comme il a dit Sa Majesté dans le discours, c'est pas avec l'approche sécuritaire et militaire, certes, c'est très importante, mais le développement, c'est la condition sine qua non pour la sécurité. Et justement, cette volonté également du souverain d'institutionnaliser cet espace atlantique qui existe géographiquement, mais qui n'est pas encore institutionnalisé. C'est dans cet esprit-là que Sa Majesté le Roi a affirmé que le Maroc a pris l'initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 États africains atlantiques en vue de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région. Qu'apportera une future institutionnalisation de cette façade atlantique au sein du continent dans le cadre d'une éventuelle ouverture sur l'espace américain? Écoutez, aujourd'hui, il y a le flanc oriental qui est de l'Amérique latine, qui est un penchant atlantiste, et aussi il y a ce qu'on appelle les stratèges américains, qu'ils appellent le lac américain. Aujourd'hui, les stratèges occidentaux et même les Américains, ils ont donné beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la bande des quatre. Le nord de l'Atlantique, la Méditerranée, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Aujourd'hui, le continent africain, malheureusement, il n'a pas su comprendre, il n'a pas su s'inscrire dans cette dynamique que connaît le monde à travers la mise en place vraiment des stratégies qui sont bien ficelées, des stratégies sur le moyen terme, sur le court terme, sur le long terme. Je pense aujourd'hui, l'appel de Sa Majesté de mettre en place un cadre, c'est-à-dire institutionnaliser, arriver de trouver, d'accord, des compromis, parce qu'il y a des difficultés géopolitiques, il y a des difficultés environnementales, il y a des difficultés sécuritaires et aussi il y a des difficultés en termes de capacité, d'infrastructure aussi, qui nécessitent vraiment une vision globale. Cette convergence des idées nécessite un cadre, nécessite une vision globale qui doit être cohérente et adaptée à tous les pays. Et je pense que ce cadre qui sera très très important permettra donc à ces 23 pays africains de s'inscrire dans une voie commune avec des objectifs
commun et aussi de mettre une planification, d'accord, sûre et certaine pour inscrire leur pays dans cette dynamique atlantique initiée par Sa Majesté. Parlons à présent de notre intégrité territoriale. Professeur Roudani, la diplomatie marocaine sous la conduite prospective de Sa Majesté le Roi n'a eu cesse d'engranger les acquis. En témoigne la multiplication du nombre de pays reconnaissant la marocanité du Sahara. Et aujourd'hui, le Maroc poursuit la marche de développement et de modernisation de ses provinces du Sud. Et le message est on ne peut plus fort et clair. Vous savez, le problème du Sahara marocain, c'est un problème géopolitique, madame. C'est un problème, il y a un antagonisme entre l'Algérie qui cherche de créer un État lige dans le sud du Maroc. Donc le monde, la communauté internationale, nous avons aperçu donc, à travers les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, depuis 2007 avec la résolution 1754, en passant par la résolution 2602, en passant par la résolution 2654, en arrivant à la dernière résolution 2703. Ces résolutions disent que le Maroc et les souverains, donc les provinces du Sud, sont des régions marocaines. Donc, de fait, aujourd'hui, il y a une appréhension de la communauté internationale de regarder les choses autrement. Aujourd'hui, le Maroc, il s'inscrit dans une dynamique internationale avec l'ouverture de plusieurs consulats généraux dans les provinces de Laayoune et de Dakhla, avec la reconnaissance américaine, des positions qui sont extraordinaires de plusieurs pays européens. Donc, il y a 84% à l'échelle des pays qui sont sous l'égide des Nations Unies, qui ne reconnaissent pas cette entité fantoche, qui est Polisario. Donc, et de fait, aujourd'hui, le Maroc, il est dans une dynamique positive, d'accord, d'accroître ses capacités de force stratégique pour que les provinces du Sud deviennent des provinces porteurs d'une stratégie globale qui permettra, comme nous venons de dire, vers l'Afrique de l'Ouest. Je me rappelle très bien lorsque Joe Biden a été en visite au Maroc en 2015, lorsqu'il a dit que le Maroc, c'est le porte de l'Afrique. Et qui dit le Maroc porte d'Afrique, c'est ces provinces du Sud qui restent le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique d'une manière globale. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc est appelé à jouer un rôle très important. Le Maroc est un pays d'influence stratégique pour le continent africain et aussi pour l'espace atlantique et aussi pour l'espace méditerranéen. Et de fait, nous sommes dans cette vision globale que le Maroc, c'est un paramètre incontournable dans les relations nord-sud et dans les relations sud-sud. Professeur Cherkaoui Roudani, professeur universitaire et expert en relations internationales et géostratégiques, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Autre levier à forte valeur ajoutée pour l'économie locale et non des moindres, l'artisanat. À Smara, comme dans toutes les provinces du Sud, ces arts traditionnels font partie intégrante du patrimoine autochtone. Un savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération et qui fascine aussi bien des artisans dévoués que les amateurs des trésors authentiques artisanaux. Des produits très sobres mais qui respirent le désert du Sahara marocain et la chaleur de la population locale. Yassine Mourafiq, Mohamed Wahibi et Maria Ouatta. Ils sont les garants de notre identité culturelle et de notre patrimoine immatériel. Alchimistes de la matière, les vanniers, ébénistes, graveurs et tisseurs mettent du cœur à l'ouvrage. Méticuleux travail que celui de ces artisans, détenteurs d'un savoir-faire ancestral qui se perpétue de génération en génération. J'exerce un métier vieux comme le monde qui m'a été transmis par mes aïeux et qui fait partie intégrante de notre identité marocaine. Tisser et fabriquer des tapis exige beaucoup de précision. La richesse des traditions nourrit un artisanat extrêmement varié. La poterie, le tissage, les tanneries sont autant de savoir-faire qui se perpétuent grâce à la transmission et à la formation. Nous avons à cœur de préserver cet héritage culturel qui fait notre identité, notre rayonnement partout dans le monde. Connus pour leur polyvalence, les artisans boisseliers des provinces du Sud ne cessent de fasciner. Détenteurs d'un secret de fabrication millénaire, ils fabriquent des palanquins, appelés rahla, ces montures en bois sur lesquelles prennent place les caravaniers. J'aime ce que je fais, ce que je crée de mes mains. Ma passion me consume. Pour ma part,
Je fabrique des accessoires en bois tels que la rahla qui facilitent la posture des chameliers sur le dos de l'animal. Ce savoir-faire m'a été transmis par les hommes de ma famille et j'aimerais tant que cet héritage perdure. Passionnés, les artisans des régions du Sud apparaissent comme les ambassadeurs de nos traditions, séculaires et millénaires. Ils mettent en lumière la richesse et la grandeur du patrimoine marocain. Les 48 ans de la Marche verte, à chacun sa manière de célébrer ce glorieux anniversaire. Faire la traversée de Khnifra en voitures anciennes, c'est la mission que se sont fixés les pilotes de la Fédération royale marocaine des véhicules d'époque. À bord de 48 véhicules rétro, tous des modèles de collection iconiques. Ils étaient une centaine de passionnés de l'automobile à emprunter un circuit urbain. De quoi faire le plein d'admirateurs parmi les passants. Un rétropédalage dans le temps. À voir ces véhicules anciens, on se croirait réaliser un voyage à travers les époques. Avec leur look d'autrefois, ces véhicules nous donnent une idée sur le profil et le goût de leurs propriétaires. Venus de plusieurs villes du royaume, ils se sont rassemblés à Khnifra pour un événement tout aussi exceptionnel, célébrer le 48e anniversaire de la Marche verte. Chaque année, nous fêtons l'anniversaire de la glorieuse Marche verte, un événement cher à tous les Marocains. D'ailleurs, la date de la création de la Fédération royale marocaine des véhicules d'époque coïncide avec la date de ce grand événement. Nous prenons beaucoup soin de nos voitures par l'entretien et la restauration. Chaque année, nous sommes présents lors des fêtes nationales, fête du trône, fête de l'indépendance, fête de la jeunesse et anniversaire de la Marche verte. Plus de 100 participants et 48 véhicules classiques des années 50 et 60 prennent part à cet événement. Dans une ambiance bon enfant, ces voitures classiques ont traversé les principales artères de Khnifra. Je suis venu en compagnie de ma petite famille afin de participer à ce rassemblement festif. Chaque année, c'est l'occasion de renouveler l'expression de notre attachement aux valeurs de la Marche verte et de rencontrer nos collègues d'autres associations des différentes villes du royaume. Après avoir parcouru les boulevards de Khnifra, le convoi s'est dirigé ensuite à Bni Mellal, un rassemblement haut en couleurs dont le but est aussi de faire connaître la passion des voitures d'époque au plus grand nombre et pourquoi pas révéler des vocations. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.